Ce PowerPoint va faire le tour de la dimension fonctionnelle, extrait du livre de Charette pour des équipes responsables. Cette dimension fonctionnelle se compose de différentes composantes, notamment la culture qui a des sous-composantes comme les valeurs, les croyances, les codes, les normes, les habitudes des gens. Au centre, nous avons les buts, des buts personnels, des buts individuels, des buts collectifs, des buts réels, des buts officiels, etc. On va les regarder un peu plus en détail. Et enfin, il y a des niveaux de fonctionnement, trois. Un groupe, une équipe fonctionne à trois niveaux. Il y a un contenu sur lequel on travaille, une procédure, c'est-à-dire une manière de fonctionner pour faire ce travail, et enfin, il y a la dimension socio-affective qui est toujours présente. Dans les prochaines diapositives, nous allons aborder la culture, incluant les buts et les codes, puis ensuite les normes et les niveaux de fonctionnement. L'équipe existe en fonction d'une mission, d'une raison d'être. Les principales fonctions vitales d'une équipe sont la raison d'être, évidemment. Le point de cristallisation, le but commun, constitue l'essence, la motivation de l'équipe. Il y a différentes sortes de buts. Des buts individuels, personnels, officiels, réels, en commun ou commun partagé. Les individus y retrouvent un bénéfice personnel. Pour les personnes qui peuvent y combler un besoin, le groupe devient intéressant. Le but personnel est la raison initiale pour devenir membre d'un groupe. Les adhérents ont en commun un certain intérêt de départ pour ensuite devenir un intérêt commun. Les participants perçoivent et ressentent leur interdépendance comme étant nécessaire à la satisfaction de l'intérêt de départ. Ici, comparons le but officiel et le but réel. Le but officiel, c'est la finalité généralement annoncée par l'autorité. Ça peut être la mission. C'est véhiculé de façon explicite et connue de tous. C'est la raison officielle de la participation des membres. Quant au but réel, c'est celui qui est réellement poursuivi. Il peut être implicite ou explicite et il découle généralement du but officiel. Regardons maintenant le but en commun et le but commun partagé. Le but en commun, c'est la juxtaposition des intérêts des membres. Il implique une prise de conscience individuelle et collective et il mène au but commun partagé. Le but commun partagé, c'est la conjugaison des forces et des intérêts des membres. Tous s'entendent explicitement sur ce but. Il implique une vision commune à laquelle tous adhèrent. Il permet le réel passage au groupe, à l'équipe. Il se construit graduellement au fil des discussions. C'est la caractéristique la plus importante d'une équipe performante. Voici un tableau récapitulatif de l'ensemble des buts. Je vous laisse en prendre connaissance quelques secondes. Parlons du rôle de la culture. Le langage commun est l'un des éléments de la culture qui s'avère nécessaire pour qu'une équipe puisse avoir un fonctionnement adéquat. Il est composé de codes essentiels pour que les membres se comprennent mutuellement. C'est l'une des composantes très importantes à une communication efficace. Le langage employé par l'équipe comme moyen d'expression est le code. Il est composé de symboles. C'est le signal verbal et gestuel qui fait référence à un même vécu ou une même émotion, par exemple. Il a une signification particulière et unique. Il a une valeur de reconnaissance ou d'exclusion des membres. Il désigne un ensemble de connaissances communes, de vécu entre les membres. Il devient aussi un outil d'évolution. Il y a différentes sortes de codes qui peuvent se manifester à l'intérieur d'un groupe ou d'une équipe. D'abord, deux niveaux, au plan technique ou au plan affectif. Sur le plan technique, ce sont les langages, les codes par rapport à la profession, au métier, le langage interne d'une entreprise, par exemple. Sur le plan affectif, ce sont ce qu'on appelle souvent les insides, les éléments qui font référence à un vécu socio-émotif euh, qui a pris place là antérieurement.
Il y a deux genres de codes, les codes secrets ou les codes publics. Et il y a la naissance des codes. Les codes peuvent naître de trois manières. De manière spontanée, quelqu'un fait une blague et puis, bon, spontanément, tout le monde rit et puis ça reste. Il peut être créé, donc on peut convenir ensemble de ce code. Ou encore, il peut être injecté par un intervenant qui va donner un sens à un certain langage. Et enfin, il y a 5 types de codes. Les codes verbaux, gestuels, de personnes, vestimentaires ou d'un événement. Voici maintenant le détail des sortes de codes. Sur le plan des codes verbaux, ce sont souvent des mots utilisés comme des raccourcis, un vocabulaire professionnel ou liés à une expérience collective. Par exemple, un cri de ralliement, un numéro de dossier pour parler d'un client. Sur le plan gestuel, ça peut être un geste posé par les membres de l'équipe. Ils prennent un sens dans un cadre culturel spécifique. Par exemple, lever la main pour parler ou siffler un air d'une chanson pour faire rire les autres. Il y a les codes de personnes. Souvent, on réfère à un modèle ou à une idole dans ce temps-là. Une personne appréciée par tout le groupe ou une personne représentant une signification spéciale. Sur le plan des codes vestimentaires, il arrive qu'on va avoir un habillement spécial. Même en fait, certaines professions obligent un certain code vestimentaire. Ici, on peut référer chez nous aux médecins, aux facteurs, etc. Et il y a le code d'événement. C'est un événement qui rappelle un climat. Et par exemple, ça peut être une fête spéciale ou une gaffe de la part d'un membre. Fondement de la culture, les valeurs, les croyances sont importants. Nous allons aussi parler d'enjeux et de biais. Alors, les valeurs constituent des manières d'être et des façons d'agir qui sont considérées par un groupe comme souhaitables et permettent aux individus qui les adoptent d'augmenter leur mérite aux yeux des autres. Ces valeurs orientent les gens dans leurs actions lorsqu'ils se fixent des buts. De plus, le système de valeurs servira aux individus de référence lorsque viendra le temps de juger de leurs propres actes. Ce sont des sources d'énergie qui génèrent chez tous les êtres humains la volonté d'entreprendre une action. Car si un individu ne croit pas en la faisabilité de son projet, il ne se risquera certainement pas à tenter sa chance. La croyance est donc à l'origine de l'action. L'enjeu. L'enjeu précède l'action. C'est la mise concrète que l'on est prêt à faire, même à perdre, dans l'espoir d'arriver aux résultats escomptés et d'obtenir l'impact recherché. Les biais, c'est la notion de biais qui fait référence à la présence de facteurs qui mettent en question la validité des perceptions que l'on a de la réalité. Un biais est une erreur dans la prise de décision et ou le comportement adopté face à une situation donnée, venant d'une faille ou même d'une faiblesse de notre interprétation. Un biais est généralement systémique et nous amène à revivre des situations qui se ressemblent. En général, nous ne sommes pas conscients de nos biais. Les normes, quant à elles, ont pour objectif de fournir un cadre de fonctionnement à l'équipe. Les normes et les structures ont, en outre, pour projet et pour effet d'organiser les relations et de reconstituer l'identité des individus. Cela définit les comportements acceptables et inacceptables dans l'équipe. Une norme, c'est une règle de comportement, un principe de conduite en relation avec les valeurs. C'est un phénomène de conformisme, d'anticonformisme ou de pression de conformité. Les règles de conduite élaborées et acceptées par les membres de l'équipe sont en généralement bien respectées. Elles donnent des indices sur le développement de l'équipe par leur niveau d'adaptation aux réels besoins de la tâche et de l'équipe. Maintenant, nous allons aborder les catégories de normes, selon la provenance, selon le niveau de fonctionnement et selon le niveau de formalisation. D'abord, selon la provenance. Elles peuvent être imposées. Elles sont donc mises en place par une entité autoritaire, généralement extérieure à l'équipe.
Elle répond aux besoins de la structure des nouvelles équipes. Et elles sont habituellement formelles. Quant aux normes groupales, ce sont des habitudes normalisées. Elles proviennent de l'équipe, elles sont plus puissantes que les normes imposées. Elles sont acceptées par l'ensemble de l'équipe. Et ce sont des moyens pour assurer, affirmer le respect des valeurs fondamentales. Maintenant, les normes selon leur niveau de fonctionnement. Sur le plan technique, elles se rapportent aux actions effectuées en lien avec le travail et le but. Sur le plan des normes affectives, elles se rapportent au comportement, aux situations touchant les relations. Elles régissent les rapports entre humains, entre les membres de l'équipe ou entre les équipes. Et maintenant, les normes selon le niveau de formalisation, je vous les nomme ici, on les approfondit dans les prochaines diapositives. Nous allons parler de normes formelles explicites, de normes informelles explicites, de normes informelles implicites et de normes informelles inconscientes. Les normes formelles explicites sont claires et sans équivoque. Elles sont connues de tous, elles sont accompagnées habituellement de sanctions connues et elles exercent de la pression sur les membres en vue d'une conformité. Quant aux normes informelles, nous avons les informelles explicites. Celles-là sont choisies par l'équipe et elles changent selon les besoins de l'équipe en fonction du but. Les normes informelles implicites, elles sont non dites. Elles sont découvertes habituellement de manière aléatoire ou inconsciente par les membres. Les sanctions sont présentes, mais ne sont pas connues clairement. Ces normes délimitent ce qui est valorisé dans l'équipe. Elles départissent le bien du mal, le normal de l'anormal. Les normes informelles inconscientes, quant à elles, ce sont les tabous, les sujets qu'on sent que les gens évitent. Ce sont celles qui semblent provoquer des réactions disproportionnées. Quels sont les avantages des normes? Eh bien, elles favorisent la cohésion, l'unité de l'équipe. Elles servent de point de référence pour les actions, les réactions, les ambitions, les aspirations des membres. Elles spécifient l'importance que peut revêtir un comportement, de même que le moment et l'endroit où celui-ci est attendu. Elles établissent la différence entre des comportements considérés comme mauvais, passables ou préférables. Elles favorisent l'évolution de l'équipe. Elles servent d'éléments de comparaison et d'identification pour les membres d'un groupe. Elles donnent de la constance dans les comportements. Elles inspirent les jugements et les actions. Plus les valeurs et les normes sont intégrées et plus le sentiment d'appartenance s'accroît au sein de l'équipe. Enfin, ici, on aborde les niveaux de fonctionnement. Le contenu, c'est le quoi, ce sur quoi on travaille. Ce sont les activités qui visent prioritairement l'atteinte des buts. La tâche, la production. Le niveau manifeste un rationnel conscient, celui du travail effectué, de la tâche en relation directe avec la réalité dite objective. La procédure, c'est le comment. L'organisation des ressources humaines de l'équipe dans le but d'accomplir les tâches assignées. Elle comporte les normes, les rôles attribués aux membres, les moyens utilisés qui sont essentiellement en fonction du contenu et du but à atteindre. La partie socio-émotive, c'est le climat de l'équipe, la somme de toutes les actions et réactions émotives plus ou moins secrètes et plus ou moins conscientes des membres de l'équipe. Elles influencent de manière positive ou négative les relations entre les membres. Elles peuvent aussi faciliter ou entraver la marche du groupe. L'ensemble des interrelations qui s'établissent sur le plan des affinités font partie de ce climat socio-émotif.